divina potsen caelum deponere, terram suspendere, fontes durare, montes diluere, manes sublimare, deos infimare, sidera extinguere, tartarum ipsum illuminare, vis unum vel alterum, imo plumira eius audire factor. Tiens, vraiment, dis-je, cette femme toute puissante, cette reine de cabaret, quelle femme est-ce donc? Une sorcière, dit-il, une possédée, capable d'abaisser le ciel, de suspendre la terre, de tarir les fontaines, de dissoudre les montagnes, de faire remonter les morts et descendre les dieux, d'éteindre les astres, d'illuminer le Tartare lui-même. Je t'en prie, dis-je, enlève ce rideau tragique, replie cette tenture de théâtre et viens-en en mots de tout le monde. Veux-tu, dit-il, que je te raconte un ou deux de ces tours, ou plutôt toute une quantité? Tiens, se faire aimer à la folie, je ne dis pas des gens de l'endroit, mais même des Indiens ou des habitants des deux Éthiopies, voire de ceux des Antipodes. C'est pour elle l'enfance de l'art et pure amusette. Mais voici ce qu'elle a accompli sous les yeux de plusieurs personnes. Amatorem suum, quod, in aliam timeraset, unico verbo, mutavit in firam castellam, cauponem coque vicinum, atque or it aemuum, deformavit in ranam, et nunc senex ille. Dolium inatans, vini sui adventores, pristinos raucus appellat. Alium de foro, quod adversus iam locutus esset in arietem deformavit, et nun aris ille causas habit. L'un de ses amants, qui s'était compromis avec une autre, fut transformé par elle d'un seul mot en castor, parce que cet animal, lorsqu'il craint d'être capturé par les chasseurs, se libère en se tranchant les parties sexuelles. Et elle désirait qu'il lui arrivât autant. Un cabaretier de ses voisins, qui lui faisait concurrence, fut transformé en grenouille. Et maintenant, le vieux bonhomme, nageant dans un tonneau salé, accroupi dans la lit, les clients qui venaient autrefois boire son vin, de quoi son rôle de colis. Un autre, un avocat, pour avoir parlé contre elle, devint un bélier. Et maintenant, ce bélier continue à plaider. La femme de l'un de ses amants, qui l'avait insulté assez vertement, se trouvait enceinte. Elle lui ferma le ventre, ralentit l'évolution du fœtus et la condamna à une grossesse perpétuelle du fœtus, si bien selon le compte de tout le monde que voici déjà 8 ans que la pauvre femme a le ventre gonflé, comme si elle devait accoucher d'un éléphant. Ce sont d'étranges histoires, dis-je, Socrate, et de bien terribles que tu racontes. Bref, tu m'as communiqué à moi aussi une grande inquiétude. Je devrais dire une grande frayeur. Tu m'as enfoncé. Je ne dis pas une écharde, mais un fer de lance, à la pensée que, grâce encore au concours des puissances surnaturelles, cette vieille ne vienne à avoir connaissance de notre conversation. Aussi, allons-nous reposer de bonnes heures, dissipons en dormant notre fatigue, et, au petit jour, enfuyons-nous d'ici le plus loin possible. Je n'avais pas encore terminé ces conseils que l'excellent Socrate, épuisé par un excès de vin inhabituel et une longue fatigue, était déjà endormi et ronflait profondément. Moi, après avoir tiré la porte et assujetti les verrous, et mis par-dessus le marché mon petit lit derrière les gonds, en l'y appuyant avec soin, je m'étendis tranquillement. D'abord, la peur me tint quelque temps éveillée, puis, vers la 3e veille, mes yeux se fermèrent un peu. Je venais à peine de m'endormir lorsque, soudain, une poussée trop violente pour qu'on pût l'attribuer à des voleurs ouvrit la porte, ou plutôt brisa et arracha les pivots de leur logement, et renversa le bâton. Mon petit lit, qui était assez court, auquel il manquait un pied et qui était vermoulu, fut retourné par la force du choc. Moi, je roulais et fus jeté à bas du lit, qui se renversa sur moi et me recouvrit entièrement. Je m'aperçus alors que certaines émotions produisent naturellement des effets contraires. De même que, assez souvent, des larmes sont provoquées par la joie. De même, dans ma terreur extrême, je ne pus m'empêcher de rire d'avoir été transformé d'Aristomène en tortue. Videum mulieres duas
altioris aetatis, lucernam, lucidam genevat una spongiam, et nudum gladium altera. Hoc habitu Socratam bene quietum circumsteterunt, illa cum gladium, hic est sora Pontia. Qui meis amoribus superabitis, non solum me diffamat cordis, verum etiam fugam instructis. Et tandis que, étendu au milieu des ordures, je cherche à voir, de côté ce qui se passe, tout en demeurant protégé par l'heureuse inspiration de mon rabat. J'aperçois deux femmes d'un âge déjà avancé. L'une portait une lanterne allumée, l'autre une éponge et une épée. En cet équipage, elles entourèrent Socrate, qui dormait tranquillement. Celle qui portait l'épée dit alors: Voilà, Panthia, ma sœur, ce cher Édimon, ce mien Ganymède, qui jour et nuit s'est joué de mon âge tendre, celui qui, renonçant à mes amours, non seulement me couvre d'enjeux immérités, mais encore se prépare à fuir. Et moi, apparemment, pareil à Calypso abandonné par l'astucieux Ulysse, je pleurerai éternellement sur ma solitude. Puis, étendant les bras et me montrant à sa chère Panthia, et cet excellent personnage, ajouta-t-elle, Aristomène, le conseiller qui est responsable de cette fuite, et qui maintenant, aux portes de la mort, gît couché par terre, sous son méchant petit lit, et regarde tout ce qui se passe. Il s'imagine qu'il ne sera pas puni pour tous les outrages qu'il m'a adressés. Mais je ferai en sorte tout à l'heure, je veux dire sans délai, je veux dire sur le champ, qu'il se repente de ses intempérances de langage d'hier et de sa curiosité d'aujourd'hui. En entendant ces menaces, infortuné que je suis, je me sentis inondé d'une sueur froide. Un tremblement secoua mes entrailles, de telle sorte que mon grabat lui-même était agité par mes mouvements nerveux. Il dansait sur mon dos une danse saccadée. Cependant, l'excellente Panthia disait: Pourquoi, ma sœur, ne commençons-nous pas par le dépecer à la manière des bacchantes, ou encore en lui attachant les membres? Pourquoi ne pas lui couper le sexe? Meroe sic enim reapse, nomen eius tut fabulis Socratis, convenire sentiebam. Capite Socratis in alterum dimoto latus, periubulum sinistrum, capulo telus, gladium totum ei demergit, et sanguinis eruptionem, utriculo ad moto excipit diligenter. Inissa dextera per vulnus illud ad viscera tenitus, cor miseri contubernalis, mei meroe protulit. À ces propositions, Méroé, car je comprenais maintenant que c'était là le nom de cette femme, que je reconnaissais grâce au récit de Socrate, répondit: Non, laissons-le survivre, lui du moins, pour recouvrir le cadavre de l'autre malheureux avec un peu de terre. Puis, inclinant la tête de Socrate vers le côté droit, elle lui enfonça son épée dans le cou, à gauche, jusqu'à la garde. Le jet de sang fut recueilli par elle dans une petite outre qu'elle approcha de la blessure, et elle prit bien garde de ne pas en laisser nulle part la moindre trace. Voilà ce que je vis, de mes yeux. Et de plus, sans doute, pour ne pas faillir au rite des sacrifices, la douce Méroé introduisit la main droite dans cette blessure jusqu'aux entrailles, et après avoir fouillé, elle retira le cœur de mon pauvre camarade, tandis que, de la gorge de celui-ci sectionné par le fer, sortait un cri, ou plutôt un sifflement vague, et que s'exhalait son âme. Panthia bourra cette blessure dans sa plus grande largeur, à l'aide d'une éponge, disant: Toi, éponge, qui es née de la mer, garde-toi bien de traverser un fleuve. Cela fait, elles sont vous, mais d'abord, soulève mon grabat, s'accroupissent au-dessus de ma figure, et, jambes écartées, soulèvent leur vessie, m'inondant d'un liquide infect.